Tous. Bonjour, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On va vous parler des nouvelles technologies au service du bien-être en entreprise. Et tout d'abord, je vais vous parler de... Donc moi, je suis Aurore Leblay, je travaille chez Brand Minded by Australie, qui est la filiale de branding du groupe Australie. Et je vais vous parler de notre collaboration avec Happytech, parce que nous les avons accompagnés sur justement toute cette notion de bien-être au travail et sur leur repositionnement. Et ça nous a éminemment intéressés parce que chez Australie, au sein de notre groupe, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a mis pas mal de dispositifs en place pour que les salariés se sentent épanouis au travail, et aussi parce qu'il est prouvé que des salariés heureux et contents de travailler, qui sont dans de bonnes conditions, sont plus performants. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors tout d'abord, quelques chiffres. Tous les ans, il y a de nombreuses études sur le sujet, sur le bonheur au travail, et également sur le salaire, sur plein d'autres aspects. Et ce qu'on retrouve, c'est que la préoccupation première des salariés en Europe, ce n'est pas le salaire, mais c'est bien le bien-être. Les chiffres sont assez alarmants. Parce que, par exemple, en France, 7 salariés sur 10 ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur. Et les salariés français donnent une note de 4,8 sur 10 au bien-être au travail. Donc, face à tous ces constats, il y a quelques années, les entreprises ont décidé de réagir. Alors, les premières actions, les premières tentatives de Happiness at Work, je pense que vous allez en reconnaître certaines. Il y a eu le fameux baby-foot que l'on met dans un coin, dans une salle, au fond du bureau. Également, la nourriture gratuite qu'on a pu retrouver dans pas mal de grandes entreprises de la Silicon Valley. Il y a également les conventions annuelles, les événements de team building qui sont assez éparses et ponctuels. Mais ce n'est pas en faisant ça, en installant un petit baby-foot ou en donnant des sucreries à ses salariés qu'on les rend heureux. Leur faire des risettes, leur toucher les cheveux et être complaisant avec eux, c'est pas ce qui marche. Ça, c'est ce que notre cher président appellerait de la poudre de perlimpinpin. Ce qui rend heureux les salariés et investis au travail, parce que c'est ça qui compte aussi au final, c'est de les aider à grandir, les accompagner, à accomplir leurs objectifs, redonner du sens dans leur travail, les écouter, et bien sûr tout cela au sein d'une ambiance conviviale et d'un cadre agréable, parce qu'il a été démontré que quand le cadre est agréable, que l'on s'entend bien avec son supérieur et ses collègues, on a des meilleurs résultats et on est beaucoup plus engagé. Plus qu'une simple tendance, aujourd'hui, c'est devenu un sujet d'envergure majeure. Il y a 5 grands phénomènes qui sont associés à cette dimension de bien-être au travail. Tout d'abord, ça permet d'engager les salariés. On a des salariés beaucoup plus engagés quand on met en place des actions qui améliorent leur bien-être. On crée des nouvelles synergies au sein des équipes. Donc, qui dit nouvelles synergies dit nouvelles opportunités de croissance, nouvelles idées. On instaure des rapports de confiance entre la hiérarchie et les salariés. Également, on améliore les résultats et la productivité de l'entreprise. Donc, in fine, ça permet d'avoir une entreprise qui est en pleine croissance. Et, bien évidemment, pour la marque employeur, ça permet de dénicher et d'attirer les meilleurs talents. Donc, c'est tout bénéfique pour les entreprises qui mettent en place des actions dans ce sens. Alors, c'est un sujet qui est pris très au sérieux, au plus haut niveau de la hiérarchie dans les grandes entreprises. Et ces dernières années, nous avons vu émerger de nouveaux métiers. Le Chief Happiness Officer, qui est un métier qui est apparu dans les années 2000 chez Google. C'était le 104e salarié qui a été embauché, qui est devenu Chief Happiness Officer, qui a pour mission d'observer, de faire remonter l'info du terrain, de diagnostiquer ce qui va, ce qui ne va pas, et ensuite de mettre en place des actions et de mesurer à la suite de ces actions les résultats. On peut mesurer tout de suite les bénéfices. Avec ces nouveaux métiers, il y a un nouveau vocable qui est apparu au sein du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de lâcher prise, de méditation,
de management bienveillant. Enfin, c'était des mots qui n'étaient pas du tout utilisés en entreprise il y a encore quelques années. On parle aussi de yoga, de collaboration, de télétravail, de droit à l'erreur, de meilleur équilibre, vie privée, vie perso. Donc c'est vraiment toute une nouvelle, un nouveau vocabulaire. Également, il y a des nouveaux concepts et des nouvelles méthodes qui ont été développées. Un concept qui a été créé par Tom Peters, qui s'appelle l'entreprise libérée et qui a été popularisé par Isaac Getz, qui a écrit un bouquin là-dessus. Donc, c'est des méthodes agiles qui permettent de travailler autrement. C'est-à-dire qu'on ne valorise plus le comment travailler, mais le pourquoi travailler, quel sens on donne au travail. On valorise également l'apprentissage par l'échec. Donc, il faut tomber et trébucher plusieurs fois pour comprendre. Et également le vivre ensemble, qui est très important. Des nouveaux cours. Alors là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est monsieur Tal Ben-Shahar, qui est un sociologue israélien, et ça a été le cours le plus populaire à Harvard de ces 30 dernières années. La première année, il avait 8 élèves dans son amphithéâtre, dont 2 ont lâché au bout de 3 mois. Et en année 3, il avait 1400 élèves devant lui. Et son cours s'appelait « Comment être heureux ». Il a aussi écrit un livre qui s'appelle « L'apprentissage du bonheur », que je vous invite à lire. Et donc ça montre aussi que les gens sont pleinement impliqués sur ce sujet. Et dernièrement, l'Université du bonheur au travail, dont la première édition a eu lieu en 2015, qui a été organisée par la Fabrique Spinoza, qui est un think tank qui est dédié au bonheur citoyen, et dont la deuxième édition était l'année dernière. Donc c'est tous les 2 ans. Ils organisent ça, donc c'est 3 jours de formation où vous apprenez des techniques pour être heureux au travail et développer les synergies. Donc c'est vraiment un vrai mouvement de fond, et ce n'est pas une tendance. Alors avant de découvrir notre collaboration fructueuse avec Apitech, je vais vous parler en quelques mots de Brand Minded et qui sommes-nous, notre philosophie et nos convictions. Donc Brand Minded by Australie, c'est une agence humaine et engagée. Humaine, nous sommes 12 personnes, donc équipe réduite au sein d'un groupe de 160 personnes. Et engagée parce que nous avons de nombreux clients, dont plusieurs qui nous tiennent à cœur, notamment je pense à l'association Les Blues Roses, qui a pour mission de redonner le sourire aux personnes âgées et aux enfants handicapés. Et Valdelia, qui est le spécialiste du recyclage du mobilier urbain. Donc c'est des sujets citoyens et engagés. Et on est spécialiste des problématiques d'image et de marque. Alors Australie, je ne sais pas si parmi vous certains connaissent. D'accord, je vois des personnes qui acquiescent dans le fond. Donc Australie, c'est un groupe de communication indépendant et familial qui a été créé en 1984 par 2 frères, Vincent et Jérôme Leclabar, qui dirigent toujours l'agence. Et au sein du groupe Australie, il y a l'agence éponyme Australie, donc, qui s'occupe des stratégies publicitaires et digitales et également événementielles de nos clients. Et Brand Minded, donc nous, on est en amont. On est vraiment l'agence qui travaille sur le positionnement des marques, les plateformes des marques et leur incarnation visuelle au travers d'identités graphiques et de logotypes. Au sein du groupe, on a vraiment un credo, c'est qu'on est tourné vers l'efficacité. En tant qu'entrepreneur, ça a été fondé par des entrepreneurs, on se pose toujours la question, quand on a un client qui vient nous voir avec une question, c'est « si c'était mon argent, qu'est-ce que j'en ferais ?» Ce qu'il faut absolument, c'est que chaque action qu'on mette en place avec nos clients soit tournée business et résultat. C'est ultra important pour nous. Également, étant une agence indépendante, on est libre de penser. On n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est à nos clients, en fait. Mais c'est aussi un énorme avantage. Et enfin, on donne la priorité à la relation. On est persuadé qu'une collaboration réussie, c'est une collaboration qui passe par la confiance, également par l'écoute et le partage. Donc c'est très important pour nous. Et ce qu'on a mis en place au sein de l'agence, il y a pas mal d'actions autour du bien-être qui ont été développées ces dernières années. C'est un sujet qui a toujours été présent. Par exemple, des postes de travail ergonomiques.
Pour les personnes en situation de handicap, on a un planeur stratégique qui a une scoliose, une forte scoliose. Bon, il a vraiment son poste de travail pour lui. Tous les jeudis, nous avons les soins à l'agence depuis plusieurs années. Donc on a un ostéopathe qui vient nous faire craquer le dos pour nous détendre. 65% des salariés ont fait appel à ces services l'année dernière, ce qui est quand même pas mal. On a également des cours de boxe, on fait du yoga dans les salles de réunion, du vélo, il y a eu des cours de chant, de la méditation, donc beaucoup de choses, mais également en termes d'apprentissage. Tous les mois, on reçoit quelqu'un d'éminent, quelqu'un qui vient nous parler de son métier. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour venir à l'agence, vous pouvez venir m'en parler à la fin de cette table ronde. Le mois dernier, nous avons eu Laurent Colbambert, qui est un ancien négociateur du RAID, qui nous a parlé de son métier et de ses négociations avec des terroristes. Et le mois précédent, un philosophe qui nous a raconté ce que c'était que l'engagement et le bonheur au travail. Mais c'est toujours dans la même thématique. Mais c'est très important et ça nous permet d'ouvrir les yeux, de sortir de notre zone de confort et de notre cadre habituel. Et bien évidemment, nous avons un très grand jardin, donc régulièrement nous organisons des barbecues, des apéros, des tournois de pétanque, parce qu'on a 2 terrains de pétanque. On est dans le 18e arrondissement, à Guy Môquet. C'est pareil, si vous voulez jouer à la pétanque et m'affronter, n'hésitez pas. Chez Brand Minded, on a plusieurs convictions. C'est tout d'abord, tout est marque. Je pense que si vous êtes ici, beaucoup d'entre vous en sont conscients. Mais il y a encore peut-être quelques personnes qui n'ont pas réalisé ça. Mais vraiment, plus que jamais, c'est la première vitrine qui affiche, en fait, qui vous permet de vous différencier de la concurrence, mais également qui affiche vos ambitions. Donc c'est très important. Ça vous permet de partager des valeurs, une histoire. Et même un drapeau, c'est aussi une marque ou un signe religieux. Ce sont des marques. Notre première priorité chez Brand Minded, c'est toujours le public. Et quand on dit le public, ce sont les publics. En réalité, vous avez plusieurs publics. Vous avez les clients, les anciens clients, les futurs clients, les prospects, également les salariés, l'interne. Engager l'interne, c'est très important. Vous avez les journalistes, les actionnaires, hein, si vous faites partie d'un groupe. Et en fait, beaucoup de ces clients attendent un message de votre part, mais il y a certains même qui ne vous attendent pas. Donc si vous leur proposez un message ou une expérience de marque, il faut que ce soit intelligent, clair, sensible, pour susciter l'adhésion et également faire la différence. C'est ultra important d'entrer en résonance avec eux par ce biais-là. La marque, c'est un style, mais ce n'est pas le nôtre. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on est une agence qui n'a pas une patte créative, un style déterminé. On a autant de styles que de clients. Dans notre collaboration avec Apitech, on n'est pas arrivé avec des idées préconçues. On a d'abord écouté les équipes, essayé de les connaître au maximum, connaître leur histoire, leurs ambitions, quel était ce récit d'hommes et de femmes qui ont créé Apitech, pour ensuite réfléchir à un positionnement, une plateforme de marque qui va leur ressembler. Parce que demain, ce sont eux qui vont vendre cette marque. C'est une association, mais c'est une marque également. Donc c'est eux qui vont porter fièrement les couleurs de cette marque. Et il faut qu'ils se retrouvent dans cette marque, donc que ça leur ressemble et que ça puisse les rassembler. Et enfin, votre identité de marque, c'est bien plus qu'un logo, c'est tous les points de contact entre vos différents publics et votre marque. Donc ça peut être la sémantique, les mots, l'univers coloriel, mais on peut même aller jusqu'à l'identité sonore, l'identité olfactive. Donc ça va très loin. Ou l'identité retail, si vous avez des points de vente. On a une méthodologie que je ne vais pas du tout aborder ici. Si vous avez des questions sur cette méthodologie, je serais ravie de vous y répondre tout à l'heure, qui est en 3 temps, qu'on a appelé le use, qui permet en fait de créer l'utilité, donc le brand use, à la marque, l'utilité de la marque, et vous donner envie de l'utiliser pour que votre marque soit mémorable et mémorisable. Donc c'est en 3 phases, understanding, stratégie et expérience. Et cette méthodologie, elle permet vraiment de bâtir une expérience de marque qui soit holistique, unique et vivante, toujours au service des enjeux business de votre entreprise, parce que c'est jamais décorrélé, et également pour répondre aux attentes de vos publics. Sans plus attendre, je vais parler de
Apitech, de notre collaboration. Quand Samuel Métias, que vous verrez tout à l'heure, m'a appelé, son challenge, en fait, c'est qu'il a créé donc, une association à but non lucratif qui regroupe les startups innovantes qui permettent d'améliorer le bien-être au travail. Et en fait, c'est une association dont la maison mère labellise les startups. Et l'idée, c'était de revoir l'image de marque, d'incarner au mieux sa mission, de revoir le positionnement et également d'avoir une portée plus internationale et montrer cet engagement aussi sociétal. Donc on est passé en stratégie. Donc tout d'abord, on a identifié quelques mots, donc ça s'appelle les nuages de mots-clés, donc, qui gravitent autour de l'univers d'Apitech. Donc il y avait des mots autour du côté associatif, du côté nouvelles technologies, le bien-être et le label. Nous sommes passés en stratégie. Là, on a travaillé sur la plateforme de la marque. Alors tout d'abord, on a fait quand même des workshops avant ça. C'est-à-dire qu'on a étudié les mots-clés. On a fait un workshop. Donc Samuel et son équipe sont venus à l'agence. On s'est beaucoup marré quand même, il faut le dire. Et puis on s'est quand même marré, Samuel. Voilà. Et puis après, donc, on a travaillé dans notre coin sur la plateforme de la marque qu'on a présentée à Samuel. Et une fois qu'elle a été validée, donc on s'est amusé aussi à faire des portraits chinois, là, comme vous pouvez voir en haut. Mais je ne peux pas vous révéler cette plateforme de marque parce que c'est confidentiel. Et ensuite, on a vraiment identifié les éléments de définition et de différenciation du concept et les reasons why. Donc les raisons de croire du concept Apitech, que ce soit du plus descriptif au plus mission. Enfin, oui, c'est la mission là, tout en bas. Pour changer le monde du travail, on passe 81% de son temps au travail. Donc c'est ultra important et ça leur tient à cœur. Et enfin, on a abouti à la création. Donc le logo d'Apitech, c'était celui-ci. On s'est dit qu'on pouvait le renforcer en statut, aussi bien dans les typos, et lui donner plus de sens par le picto. Donc pour exprimer au mieux son bénéfice et son engagement auprès des différentes parties prenantes. Donc ça, c'est toujours les équipes en train de travailler sur la création, les fameuses réunions créatives. Ce qu'on appelle des refs, donc c'est les premières esquisses de logo que vous pouvez voir. Voilà. Et quelques pistes que je vais vous présenter. Donc celle-ci, c'était un arc qui relie les entreprises aux startups, ainsi que les 4 métiers que représente Apitech, avec l'optimisme symbolisé par le rayon. Deuxième axe où on remettait l'humain au cœur avec un traité très digital. Dernier axe avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui symbolisent cette joie de vivre, cet optimisme et le bien-être, et une typo arrondie et digitale. Et qu'on peut décliner, donc on l'a fait pour plusieurs de ces axes, mais qu'on peut décliner avec le comité international qui labellise, la marque Apitech et le label, parce qu'à terme, les startups seront labellisées. Et beaucoup d'autres pistes créatives, il y en a eu pas mal. Mais la suite, ce sera au prochain épisode, parce que je n'ai pas le droit aujourd'hui de dévoiler ce qui a été retenu. De toute façon, c'est pas encore vraiment statué, mais il y a 2 pistes qui sont les préférées. Mais pour l'instant, je n'ai pas le droit d'en dire plus. Voilà, merci à vous. Je vais laisser la parole à Victory. Merci Aurore, super intro pour notre table ronde. Ouais. Alors, je me présente. Je m'appelle Victory Orsay et je suis directrice communication et marketing chez Weobi, qui est une des startups de la Apitech, justement, que Aurore nous a bien présenté. Chez Weobi, on propose des services dédiés au bien-être au travail du collaborateur. Ça passe par des activités et des formations. Et je ne vais pas m'étendre trop sur ce qu'on fait chez Weobi. L'introduction était super. Du coup, pour compléter sur l'Apitech, le but de l'Apitech, c'est aussi de proposer aux entreprises les meilleures startups pour répondre à leurs enjeux liés au bien-être au travail. Pourquoi ? Parce que d'ici 2 ans, dans les entreprises, 50% des effectifs seront composés de ce qu'on appelle la génération millennials. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles attendent ? Elles attendent plus une rémunération, mais un cadre de travail motivant, stimulant, qui leur parle.
Donc il y a un gros enjeu d'attractivité dans un contexte de guerre des talents pour les entreprises. Pour les entreprises, le bien-être au travail, c'est également un enjeu de performance, puisque 9 personnes sur 10 sont convaincues que la qualité de vie au travail est un facteur de performance. Et le bien-être, comme l'a très bien dit Aurore, ça ne se résume pas au baby-foot, ça ne se résume pas à la table de ping-pong, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est ce qu'on va voir avec nos intervenants, justement. Il y a beaucoup d'initiatives qui se développent, à l'image de celles qui nous seront présentées par Xavier et Nargis de GRDF. Mais il y a encore beaucoup de freins parce que les dirigeants ne sont pas encore convaincus du ROI du bien-être. Et c'est justement ce qu'on va essayer de lever dans cette table ronde. Alors j'appelle Nargis Medzour, donc de GRDF. Toi, Nargis, oui, bonjour, tu peux venir. Oui, bien sûr, venez tous. Ouais. Et du coup, Nargis, toi, tu travailles... Vous pouvez vous asseoir. Hein. Oui, mais je vais vous poser des questions après, vous pourrez parler. Et donc, toi, tu travailles au sein de la Fabrique numérique et tu sources des startups pour les confronter aux besoins métiers. Et notamment Random Coffee, tu nous expliqueras plus en détail peut-être en quoi ça consiste. Xavier Cutalian, toi, tu es au lab d'engagement de GRDF qui s'appelle M95, qui est un espace d'innovation pour les collaborateurs. Et pareil, tu vas nous expliquer ça tout en détail. Ensuite, j'ai appelé Antoine Durand, qui est fondateur de Rôti Express, qui est une des startups de la Happy Tech, qui entend conjuguer productivité et bien-être. Et enfin, Samuel, qu'on ne présente plus, qui est fondateur de Commit, une des startups de la Happy Tech, et aussi un membre fondateur de la Happy Tech. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien avoir votre définition à chacun du bien-être au travail. Parce que justement, on dit que ce n'est pas que la table de ping-pong et le baby-foot. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est pour vous? Vas-y, Nargis, honneur aux femmes. Merci. Donc, simplement, le sourire. Pour moi, une personne qui arrive, qui a le sourire, qui est heureuse d'être au travail, pour moi, c'est le sourire qui est le vecteur essentiel du bien-être au travail. Et j'y crois. Et il peut être contagieux. Moi, comme ça, je dirais, c'est l'envie. C'est un lien entre l'envie et le travail. Voilà, on est toujours pour, contre. Des jours, on est de bonne humeur, des jours, on est de mauvaise humeur. Mais le bien-être, j'associerais ça à l'envie de travailler. Voilà. Mais bon, on va en parler plus après. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est cette recherche de sens qui fait que le matin, je sais pourquoi je me lève et ce que je vais faire dans ma journée. Il y a aussi la notion de pouvoir être acteur de ce qui se passe dans mon entreprise, que ma voix soit un minimum écoutée. Pour moi, tout ça, ça signifie l'engagement et c'est ce qui définit la notion de bien-être au travail. C'est dur de passer le dernier parce que vous avez tout dit en fait. Non, mais ça revient vraiment à ça. Moi, je me souviens d'une émission que j'avais fait, j'ai passé sur Europe 1. Le journaliste avait commencé avec le bonheur au travail et pas le bien-être au travail. Et il y avait une personne avec moi et je me suis fait engueuler pendant l'émission en disant on ne parle pas de bonheur, c'est pas du bonheur, le bien-être c'est différent. Et c'est vrai que pour moi c'est avant tout, c'est ce que tu disais Antoine, c'est le sens. C'est vraiment ce qui, moi je viens pas du tout de ce milieu-là à la base. Quand je lance Commit, je suis ingénieur, je travaille aussi chez Microsoft et j'ai pas du tout cette relation de QVT, etc. Mais quand j'ai discuté avec mes agents, quand je discutais avec les salariés, ce qui faisait vraiment la différence, c'est ça. C'est je sais pourquoi je viens. Parfois, je recherche ce sens, et ce sens dans le travail, ce fait que je poursuis quelque chose qui parfois est plus grand que moi, et mon travail y contribue à changer le monde, à améliorer les choses, mais avec un vrai sens. C'est ça qui fait vraiment que je me défonce, que j'ai envie d'aller le matin, et du coup, j'ai ce bonheur, quelque part, cet enthousiasme, ce dynamisme, il vient aussi de cette réflexion-là. Donc je pense que moi, ce qui est clé dans le bien-être, on est bien parce que on se sent bien parce qu'il y a du sens et en plus, on peut le réaliser. Il y a aussi cette notion d'être en capacité de réaliser. C'est-à-dire avoir le sens et être frustré de ne pas y arriver parce que l'organisation, parce que les collègues, parce que tout ce qu'on veut, là, on perd cette notion de bien-être. Donc, c'est le sens et la capacité à y contribuer. Super, merci beaucoup. Du coup, la Happy Tech regroupe des startups qui mettent la technologie au service du bien-être au travail. On a souvent tendance de prime abord à penser que la technologie, c'est déshumanisant. On va remplacer plusieurs de nos métiers par de l'automatisation, par des machines. Et alors, la question, c'est comment, finalement, on met la technologie au service du bien-être au travail qui, de prime abord, bien-être, ça rime pas trop avec technologie.
commence. Vas-y, Antoine. Alors, nous, on a effectivement développé une plateforme technologique qui s'appelle donc Roti Express. C'est une plateforme de recueil automatique de feedback pour les employés. Et c'est simplement en fait la déclinaison digitale d'une pratique agile qui existe depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle ROTI, donc Return on Time Invested, c'est le retour sur investissement temps. Je vais permettre à tous les participants d'un événement, d'une réunion, d'un atelier de donner en fait leur avis sur comment est-ce qu'ils ont vécu ça et comment est-ce que ça pourrait être amélioré. Voilà, donc l'aspect technologique est important parce que ça permet d'automatiser tout ça et de le faire à l'échelle d'une grande entreprise. Donc, nous, on a la chance, on a une entité qui s'appelle la Fabrique numérique, à laquelle j'appartiens, et qui prototype les idées des collaborateurs. Des idées qui nécessitent du développement informatique, donc des innovations digitales. Et on a en fait plein d'innovations et plein d'idées qui viennent des collaborateurs, qui mettent au service la technologie du bien-être. Et donc, j'ai 2 idées. L'une, c'est les Random Coffee. Donc, on a matché les idées de collaborateurs avec cette start-up qui propose finalement des rencontres aléatoires de collaborateurs de l'entreprise. Et là, en fait, l'idée, c'était de redonner du sens dans le lien social et de dire finalement, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Yammer, sur ces rencontres un petit peu plus virtuelles, beaucoup autour des mails. Et quand on va à un événement, on assiste à l'événement, mais on ne prend pas le temps non plus d'avoir cet échange avec tout le monde. Et avoir ce lien finalement personnel autour d'un café de 15 minutes, ça permettait finalement de se dire, on dilue la hiérarchie le temps d'un café, on est intergénérationnel, il n'y a plus rien à part le fait de ce sentiment d'appartenance à la même entreprise, et puis le temps d'un café. Donc ça, c'est une initiative. Et la deuxième initiative, un peu peut-être plus classique, autour du nombre de pas qui a été effectué. Et on est dans le crowd acting, c'est-à-dire qu'on va mobiliser les collaborateurs au service d'une cause. Et là, on s'est dit, il y a beaucoup de choses, des gens qui courent et tout ça, et ceux qui ne courent pas, ils ne se sentent pas forcément envie d'aller courir, mais tout le monde marche. Et donc, une façon d'engager tout le monde pour des causes différentes, c'était de dire, mutualisons tous nos pas, donnons-nous tous envie de le faire. Et pareil, donc on a utilisé des capteurs de nouvelles technologies pour recueillir les pas de collaborateurs et proposer finalement des actions concrètes en fonction du nombre de pas qui a été fait. Donc 2 façons complètement différentes d'engager. Et je pense que c'est la beauté aujourd'hui des nouvelles technos, c'est qu'il n'y a plus de limites, on peut imaginer plein de choses en essayant de créer du lien et du sens dans les actions qu'on propose aux personnes. Alors, c'est une bonne question et c'est une question qui a présidé un peu à la naissance de la Happy Tech. Pourquoi la technologie au service du bien-être ? Et en fait, pour être très honnête, au tout départ, ça va rejoindre un peu ce qui se disait encore une fois, moi, ça a été un constat. Ça a été un constat qui est né, qui a donné naissance à Commit et qui derrière a grandi pour aboutir à cette initiative qui a été la Happy Tech. Ça a été vraiment de se dire, pour moi, à l'époque, faut vous imaginer, il y a 1 an et demi, je travaille chez Microsoft, j'ai mes fonctions d'élu dans la mairie. Il y avait Antoine qui était encore chez Microsoft à l'époque. Et moi, c'est la différence vraiment de bien-être, d'enthousiasme, d'engagement entre des agents dans une mairie qui sont broyés par la machine administrative, mais qui vous disent, nous, on a quand même une mission, c'est servir l'intérêt général. Et en même temps, chez Microsoft, vous avez vu les locaux, vous êtes accueillis, il y a énormément d'initiatives pour les salariés, il y a un dynamisme, il y a un enthousiasme qu'on retrouve au quotidien. Et cet écart-là m'a frappé. Et dans cet écart-là, ce que j'ai intuité tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'était l'accès à la technologie. On ne va pas se mentir, dans une mairie, on est au XVIIIe siècle en termes de techno. Chez Microsoft, on travaille sur les appels holographiques avec les HoloLens, etc. Vous pouvez avoir si vous avez visité le Technology Center, vous en avez une idée. Donc en gros, vous avez 30 minutes de tramway entre les deux et vous avez 4 siècles d'écart. Donc je me suis dit que l'accès à la technologie avait un impact, sans trop savoir encore lequel, mais avait un impact fort, potentiel, sur la capacité à améliorer le bien-être des individus. Et cette idée-là, parce que chez Microsoft, on est beaucoup sur la technologie aussi au service du bien, de l'humain, etc. Cette idée-là, ça a été de dire quel est le prochain bond technologique. Et moi, on a lancé Commit avec de l'intelligence artificielle parce que pour moi, c'était le prochain bond technologique. Mais il n'y a pas que l'IA en termes de techno, il y a énormément d'initiatives extrêmement intéressantes. Et c'est comme ça que c'est fédéré l'idée que la technologie au sens large pouvait avoir un impact. Et en particulier, et c'est là que je te rejoins, sur un aspect, c'est celui de créer du lien. Celui de créer du lien parce que il y a une forme de technologie qui est une technologie où ça vous coupe. Par exemple, vous me prenez un casque de réalité virtuelle,
vous le mettez sur la tête, vous êtes coupé du monde. J'étais à la Défense l'autre jour au CNIT, Samsung faisait une démonstration de son casque avec le téléphone. Vous aviez 20 personnes assises les unes à côté des autres, tous avec le téléphone et le casque sur les yeux. Elles étaient tous les uns à côté des autres et personne ne se parlait et tout le monde était coupé l'un de l'autre. Et ça m'a frustré. L'idée, c'est de dire comment est-ce que la technologie va pouvoir recréer du lien. Et les Random Coffee, c'est clairement l'idée. Nous, on a eu un peu la même idée avec Commit, puisqu'on organise aussi des cafés, des déjeuners, des activités entre salariés, sauf qu'on met de l'IA, c'est pas aléatoire, on met de l'intelligence artificielle pour sélectionner les gens par affinité, le lieu par affinité, pour optimiser justement cette idée de créer du lien. Mais du coup, la technologie peut apporter cette opportunité, cette occasion de créer du lien et de remettre l'humain au centre. Et ça a été le leitmotiv, vraiment, dans l'ADN de la création de la Happy Tech. Digitaliser le bien-être, pourquoi pas, utiliser le digital au service du bien-être, mais plus important encore et plus difficile, réhumaniser le digital. Et réhumaniser le digital, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être en capacité à un moment d'oublier l'outil technologique, d'oublier la technologie et de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'humain et les relations entre les êtres humains. Et c'est là que c'est beau, quand on arrive à cette idée-là de la technologie, c'est ça la technologie au service de l'humain qu'on est capable d'oublier pour en fait compléter, aider, favoriser l'être humain et ses relations. Et c'est vraiment ça l'idée maîtresse. Xavier, tu veux terminer ? Oui. Donc moi, je développe un espace qui s'appelle le M95 et qui est une sorte... Enfin, on ne savait pas comment le nommer et maintenant on l'appelle le lab d'engagement parce qu'il tourne autour de l'implication des salariés à tester des choses, à apprendre des choses et à partager ce qu'ils connaissent avec leurs collaborateurs. Et moi, du coup, par rapport à ce que vous dites, nous, on expérimente beaucoup de choses sans techno. On utilise la techno pour diverses initiatives, mais la seule chose que je dirais là-dessus, avant d'en parler peut-être plus tard, c'est que c'est beaucoup plus facile d'implémenter une techno qui va aider les gens à se rencontrer, etc., quand il y a déjà un usage, un état d'esprit qui est déjà un peu qu'on arrive à percevoir, parce que dans une boîte industrielle, c'est pas forcément évident, dans une boîte très traditionnelle à la base, de dire en fait vous allez travailler un peu où vous voulez, vous allez vous mettre là, à gauche, à droite, parler un peu en transverse. C'est pas forcément évident dans une grosse boîte comme GRDF. Donc on a développé beaucoup d'usages physiques avec une dimension vraiment locale, on a un lieu. Et ce qui se passe, c'est qu'on crée beaucoup d'usages, de partage, des gens qui nous disent finalement j'ai vu cet événement-là, moi aussi j'aimerais bien en proposer un. Et ça finit par s'animer tout seul. Mais en tout cas, pour l'enclencher, c'est sûr qu'on a besoin d'aider les gens à développer ces usages. Et une fois qu'on aura vraiment mutualisé tous ces usages, que les gens eux-mêmes iront les uns vers les autres, la technologie pourra encore apporter plus sur la pertinence de ce que les uns et les autres proposent, en quoi on développe le partage des compétences, parce que là on se projette tout de suite, on parle d'entreprises apprenantes, tout ça, mais ça passe par les collaborateurs et ça ne peut pas venir que de grandes décisions 10 ans avant que ce soit mis en place. Donc nous, ce qu'on essaie de travailler en tout cas au M95, c'est vraiment que de l'humain, sachant que derrière, on pourra transformer, aller beaucoup plus vite avec des technos adéquates qui répondent à des objectifs très particuliers. Et sur la question du bien-être, nous, on parle surtout de travail, en fait, de travail à faire dans les bonnes conditions. Du coup, juste 2 secondes là-dessus, une boîte industrielle comme la nôtre, 90% des collaborateurs sont sur le terrain, ils travaillent dans le réseau. Donc le bien-être, en fait, c'est historique au sens où tout ce travail doit être fait avec des normes de sécurité très élevées. Donc le bien-être, les bonnes conditions de travail, ça fait longtemps qu'on en parle chez GRDF, mais pour des fonctions support, comme des gens qui travaillent au marketing, au côté client, ça se traduit par comment je fais mon travail dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions sont souvent un cadre de travail un peu différent, un peu plus flexible. Et donc là, je reprends tout ce qui a été dit au départ sur le télétravail, le fait d'avoir des locaux un peu plus flexibles, où en même temps, je peux être où je veux et avoir aussi mon petit bureau, mon petit espace à moi. Toutes ces choses-là. Donc, pour répondre, ce que je n'avais pas vraiment répondu tout à l'heure sur le bien-être, c'est des bonnes conditions de travail, en fait. On tourne toujours autour du travail. Nargis, si vous voulez ajouter quelque chose ? Tout à fait. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, et c'est hyper précieux, c'est l'état d'esprit. On peut mettre en place toutes les initiatives, les meilleures idées, que ce soit par exemple même dans les Random Coffee, les gens disent « Pourquoi je vais aller rencontrer aléatoirement quelqu'un 15 minutes, je ne le connais pas. Voilà, j'ai pas 15 minutes à perdre. » Et en fait, cette action locale qui se viralise, c'est elle qui fait qu'elle crée les bonnes conditions d'état d'esprit, que les personnes se disent « Ah tiens, ça serait possible, pourquoi pas ? Pourquoi je vais cumuler mes nombres de pas ? Je vais marcher, pourquoi est-ce que je vais partager cette information ? Comment je vais être par rapport aux autres ? Des choses comme ça. On a plein d'initiatives collaboratives que les nouvelles technologies apportent, mais un état d'esprit derrière qui est
très, 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 très compliqué à mettre en place. Et c'est grâce à ces lieux comme ça, à cet impact local, que les gens se prennent au jeu, qui se disent il y a des choses qui bougent dans l'entreprise et c'est pas que du blabla et que c'est pas juste quelque chose d'éphémère. On arrive à avoir un impact plus long terme parce que localement il s'est passé quelque chose et que si demain on fait plus de random coffee mais on fait autre chose ou on fait plus des nombres de pas mais c'est autre chose, on aura capitalisé sur un état d'esprit à plus long terme. Donc c'est un peu l'initiative là, à deux vitesses qu'on essaye de mener dans l'entreprise et c'est l'état d'esprit finalement pour nous qui va faire la différence. Super. Et justement, alors on oppose souvent la notion de bien-être à celle de performance. Et quand on préparait cet atelier, Xavier, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit chez GRDF, quand on parle de bien-être au travail, on parle avant tout de travail. On ne fait pas de bien-être pour le bien-être, mais on a une approche très empirique du bien-être. Et c'est d'abord l'outil qui suit un usage et pas l'inverse. Et je trouvais ça super intéressant. Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous partager chez GRDF de justement comment les initiatives que vous avez mises en place participent à la performance des collaborateurs et de l'entreprise au final? Alors, de manière quantifiée, pas encore, mais je m'appuierai sur des chiffres qui ont été présentés en intro. En revanche, ce que je peux dire sur ce que je fais, donc comme j'ai toujours une approche très empirique des choses, quand on et tout ce qui est QVT, c'est moi je travaille pas là-dessus, je ne fais qu'appliquer finalement des grands principes de GRDF. Ce que je peux dire sur un lieu, quand on ouvre un lieu, donc on monopolise 200 mètres carrés, en l'occurrence c'est 200 mètres carrés, ça a un coût. Et donc, même en termes d'animation, donc l'une des premières questions qui arrivent, c'est très bien, vous mettez des bonnes conditions au travail, c'est super, il y a des écrans plats, il y a des fauteuils confortables, mais tout ça, ça a un coût et vous l'animez. Comment on peut justifier de cet argent qu'on dépense, sachant que c'est pas évident, on va pas se mentir, de justifier en quelques mois de la valeur comptable de ce genre d'espace. Et en fait, ce qu'on fait, c'est très très simple, c'est qu'on essaie d'optimiser tout notre espace pour le rentabiliser de manière opérationnelle. Et ça passe par plein de choses très très simples en fait. Premier exemple, dans des grosses boîtes comme GRDF, on organise souvent des séminaires, du team building, etc. Donc plus ou moins optimisé. Nous, avec notre belle salle, on en fait beaucoup chez nous. Donc c'est autant de coûts évités qu'aurait été de toute façon d'argent qui aurait été dépensé par ailleurs sur de la location de salles, sur du matériel. Comme on organise des événements chez nous, on donne la possibilité aux gens, à nos collaborateurs de participer à des choses, à changer aussi d'état d'esprit, de s'ouvrir sur leur temps de travail, mais ça fait partie du deal. Ça a une valeur aussi. On développe des sessions de partage de compétences. Donc là, soit on passe par des vrais formateurs, c'est un deal de gré à gré, soit les collaborateurs eux-mêmes proposent des sessions de partage de compétences. Donc là encore, c'est difficile de vraiment le chiffrer et c'est pour ça qu'à terme, c'est aussi ce qu'on va vouloir mesurer assez précisément, pourquoi les gens se forment à quoi et à quoi ça sert pour leur qualité de travail. Et tout ça, finalement, ça a une valeur qu'on essaye de plus en plus de quantifier. Mais moi, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que de manière opérationnelle, le lieu ne coûte pas plus qu'il n'en rapporte. C'est plutôt l'inverse même. C'est pas des grandes sommes, mais en tout cas, nous, on est à l'aise aujourd'hui pour dire que notre espace, nos 200 mètres carrés, il rapporte plus d'argent qu'il n'en coûte, en intégrant l'effort d'animation qu'on y met. Et ça, c'est quand même une donnée importante. Et quand on parle de bien-être et de productivité, etc., si on n'a pas cette dimension-là, si on n'est pas capable d'au moins d'essayer de la justifier, même si ce n'est pas parfait, c'est compliqué. Sur le long terme, ça risque de tourner un peu en notre boudin. Voilà. Et donc, pour compléter, en fait, là, c'est qu'on va, pour justifier ce type d'action, on va innover dans notre business model. On ne peut pas arriver en disant « ouais, le bien-être, c'est génial, on va faire ça ». Ça ne marche pas. Il faut que, en fait, on va trouver, c'est comme un peu du corporate hacking, on va trouver des moyens détournés pour dire, eh bien, en fait, ce lieu, ça fait des économies de ce côté-là, et nous, on sait notre objectif, on sait vers où on veut aller. La fabrique numérique, c'était pareil. On a dit, on veut donner les moyens aux collaborateurs de prototyper leurs idées. On ne peut pas avoir un ROI pour chaque petite idée. Mais on sait que derrière, un collaborateur qui a essayé, qui a échoué, à qui on a été dire hey, « on t'écoute pour ton idée, on va t'aider », ça a de la valeur. Mais pour autant, son idée n'a pas marché. Et pour autant, on doit être capable de dire eh ben, on va aussi aider ces gens-là.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver des moyens détournés en disant c'est un lab veille techno. Donc on a nos golden stories avec de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle. Il nous suffisait de 2 ou 3. À côté, on a une trentaine de projets qui sont basiques, de très très simples, aucun ROI, pas vraiment un impact local. Et c'est là où, en fait, au sein de l'entreprise, il faut qu'on innove pour dire on doit mailler de manière transverse avec différentes initiatives pour que finalement, cet engagement-là, c'est plusieurs ingrédients et pas un seul ingrédient. Et ça fait travailler des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. La RSE a l'habitude de travailler tout seuls, la com de leur côté, les RH de leur côté. Ah bon? Chacun était de son côté. Et quand on arrive et on dit vous avez des moyens et on doit tous, d'une manière ou d'une autre, mutualiser ces ressources et faire les choses différemment, c'est des nouveaux business models qu'on crée à chaque fois et qu'on invente. Pardon, vas-y Antoine. Je vais prendre donc sur l'aspect productivité. Donc moi c'est le monde d'où je viens, donc c'est un truc qui me parle plutôt pas mal. D'ailleurs on était d'abord là-dessus avant d'intégrer la Apitech. On fait du recueil automatique de feedback post-réunion pour les rendre plus productives, plus satisfaisantes pour les participants. L'ennemi public numéro 1 pour nous, c'est la réunionnite en entreprise. Le lien avec le ROI, il est assez évident en fait. Quand on s'amuse à calculer le coût d'une réunion, on arrive très très vite sur des montants à 5 chiffres, voire à 6 chiffres. Et au-delà de ça, les grosses boîtes aujourd'hui n'ont absolument aucune métrique sur ce qui se passe dans l'entreprise. Si je prends par exemple une grande banque, une banque verte, par exemple, j'ai 180 000 employés en France, 30 000 réunions au jour, personne n'est capable de me dire quelle réunion tire de la valeur et quelle réunion en tire moins. Donc, où est-ce qu'il faudrait agir en fait pour optimiser, améliorer tout ça. Au-delà de ça, on pense que la productivité, c'est un truc qui est quand même plutôt agréable pour l'employé ou pour le participant. On est tous contents quand on sort d'une réunion d'1 heure et qu'il s'est passé des choses, que des décisions ont été prises, qu'on avance, etc. Enfin, on rentre chez soi quand même dans un état d'esprit qui est bien meilleur que j'ai paumé mon après-midi en réunion, aujourd'hui il ne s'est rien passé, erreur de casting, on n'a rien décidé. Voilà, tous ces trucs qui sont à côté. Donc pour nous, le lien est assez simple. On est le retour sur investissement du temps passé. Il y a un lien qui est facile. C'est la question du retour sur investissement, en fait, qui est absolument clé, effectivement, et puis auquel on est tous confrontés, nous, en tant que proposant des solutions, pour démontrer la valeur de la solution, et puis les clients pour démontrer pourquoi ils achètent. Et en fait, la question qui est derrière ça, c'est ce que tu disais, c'est l'engagement et la productivité. C'est là-dessus que tout se mesure, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer. On a quand même des études qui nous parlent de 30, alors on parle 23 à 40% selon l'étude de productivité en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité du chiffre. 30% de productivité en plus. Moi, je gère chez Microsoft des centres de coûts et de profit, des PNL. Ça veut dire l'équivalent d'un trimestre de revenus sans les coûts associés. Je peux vous assurer que j'adorerais présenter ça à mon manager. Donc c'est énorme en termes de retour économique. Donc l'idée derrière, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à mesurer cet impact économique. C'est ce que tu disais, c'est ce que tu dis aussi, c'est la productivité. Et cet impact économique, on le mesure via l'engagement. Et comment est-ce qu'on mesure l'engagement d'un salarié ? Nous, on a essayé de le faire. Donc chez Commit, comme on est sur la relation et sur le lien, on va mesurer en fait comment est-ce que un salarié engagé, c'est un salarié en fait qui parle avec ses collègues, qui les rencontre, qui les voit et qui a un réseau interne. En fait, c'est relativement simple. Quand vous avez un réseau interne large, quand vous connaissez du monde dans différents services, vous êtes en général plus productif parce que quand vous avez une problématique, il faut solliciter les personnes que vous connaissez, qui vous répondent et parfois vous bypassez certains process, mais vous allez plus vite et vous êtes efficace. Donc cette capacité à avoir un réseau, à connaître les gens, à rencontrer des gens, c'est extrêmement important parce que vous étendez votre réseau interne, notamment quand vous arrivez au niveau de l'onboarding, parce que vous développez la transversalité des compétences, des projets, des idées. Vous rencontrez du monde, donc vous partagez. Et puis, vous développez aussi une culture commune, notamment quand vous avez des fusions, des acquisitions, des fusions de services, ce genre de choses. La capacité à avoir une culture commune pour justement améliorer son quotidien, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à construire. Et ça ne se fait que d'une manière, on a beau adorer la tech, ça se fait qu'en rencontrant les gens et en créant du lien. Et nous, c'est ce qu'on cherche à mesurer. Par exemple, il y a un chiffre qui est assez intéressant, vous connaissez peut-être ou pas. Quand vous arrivez dans une entreprise, en général, dans les 3 premiers mois, au-delà des personnes de l'équipe que vous intégrez, vous rencontrez moins de 5 personnes en dehors de votre équipe dans l'entreprise.
Donc vous n'étendez pas beaucoup votre réseau et vous n'absorbez pas tellement la culture de l'entreprise. Nous, quand on utilise un outil comme Commit chez nos clients, on le mesure, le nombre de personnes, on va rencontrer jusqu'à 15 à 20 personnes dans les 3 premiers mois en dehors de l'équipe habituelle. Autant vous dire que vous avez un réseau et un spectre beaucoup plus large de la culture de l'entreprise, de ce qui se passe, etc. Ça, c'est des chiffres clés. Du coup, vous êtes beaucoup plus engagé dans l'entreprise, dans la culture de l'entreprise, et vous augmentez votre productivité en un temps plus rapide. C'est des choses comme ça qui permettent en fait de démontrer derrière. Alors, on ne traduit pas ça en chiffres tout de suite, en euros, mais vous avez tout de suite des métriques qui vous permettent de mesurer l'engagement et de vous assurer qu'effectivement, vous avez une augmentation de l'engagement. Et derrière, cet engagement, s'il termine sa période d'essai et qu'il est encore là, c'est qu'a priori, il a adhéré à l'entreprise et que tout se passe bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mesurer en euros, c'est aussi une question importante. Nous, on a essayé de faire cet exercice de mesurer l'impact économique du bien-être, etc. On a fait une étude chez Commit en mesurant notamment 3 paramètres clés. La productivité, mais pas à 30%, qui est énorme, mais plutôt avec des gains de 5%. Et puis des choses plus factuelles. Quand vous êtes bien dans l'entreprise, en général, vous êtes moins absent. Et puis le turnover, le taux de rotation est moins important. C'est une étude qui a montré que dans une entreprise française moyenne, avec un salaire moyen de 500 salariés, ça représente une économie de plus d'1 million d'euros par an. Vous imaginez 1 million d'euros d'économie pour 500 salariés. Cette étude, elle a été reprise la semaine dernière par les Échos d'ailleurs. Donc on a découvert ça dans les Échos, on était très fiers. Mais voilà, ça permet justement de donner un peu l'idée de l'impact. Et ça, il y a très peu de dirigeants d'entreprise, très peu de managers aujourd'hui qui en sont conscients. Donc oui, la productivité, c'est l'engagement, c'est les salariés, voilà, et c'est énorme en termes d'impact économique. Voilà. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même prendre quelques minutes si vous avez des questions. Alors, je vais me déplacer. Bonjour. J'avais une question, mais enfin vous y avez pas mal répondu, mais je voulais quand même avoir un avis complémentaire sur la schizophrénie entre bien-être au travail et burn-out augmentant considérablement. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, toutes les startups de la Happy Tech sont un peu schizophrènes, puisque d'un côté, ils vendent du bien-être, et en même temps, il faut de la productivité et de la rentabilité. Donc, et on travaille tous énormément. Mais oui, le burn-out, c'est quelque chose dont on prend de plus en plus conscience, dont on parle de plus en plus. Ça existait depuis longtemps, mais on le voit de plus en plus. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Simplement, le bien-être, c'est pas seulement la lutte contre le mal-être, c'est pas seulement la lutte contre le burn-out, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est effectivement tout ce qui va être capacité à améliorer tous les risques psychosociaux, à améliorer l'équilibre vie perso, vie pro, etc. Mais moi, je crois profondément que dans le bien-être au travail, on va au-delà de ça, on va même penser plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper, pas seulement sur la santé, c'est-à-dire dans la Happy Tech, on a des startups qui font de l'e-santé avec des solutions autour de la santé au travail, mais c'est aussi le lien humain, la qualité personnelle, la qualité de vie sur le travail, et c'est la combinée de tout ça qui fait que non seulement on anticipe le burn-out, mais on va même au-delà de ça, puisque on est vraiment dans l'engagement et le sens qui fait qu'on est encore plus productif, et parfois on travaille même plus, mais ça nous coûte moins. Bonjour, je suis Patrick Barabé. Je vais poser un contexte et après vous poser une question. Ce matin, j'ai assisté à une table ronde qui avait un rapport avec la relation client. Là, c'est la relation salarié. Dans la relation client, l'idée est d'arriver à une espèce d'hyper-personnalisation pour déclencher de la dopamine chez le client, ce qui va déclencher un achat. Et chez le salarié, la plupart des solutions qu'on pose sont des solutions qui ont tendance à être globales, pour que justement le salarié se sente mieux dans son environnement de travail. D'ailleurs, on parle bien de productivité au travail, alors que le salarié il n'est pas que travailleur, l'employé n'est pas que salarié. Donc, ma question, elle va être assez simple. La plupart des entreprises dont on parle actuellement ont une excellente connaissance de leurs clients. Ils savent exactement les classer dans les bonnes cases, etc. Et certains de leurs clients sont d'ailleurs leurs salariés. Et ils ont une parfaite connaissance de leurs salariés quand ils sont clients et absolument pas quand ils sont salariés. Donc la bonne question, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça ne serait pas une bonne chose d'analyser le salarié à un point aussi précis que l'on analyse le client pour pouvoir répondre de façon très pointue à ses demandes, déclencher cette petite dopamine qui va être bien et de se poser vraiment la question que se posaient les entrepreneurs paternalistes du siècle dernier, et là je reviens à loin, de savoir si le salarié était bien, s'il était bien chez lui, parce qu'un salarié bien chez lui, il est bien chez moi. Et la frontière qu'on sait ne peut exister, puisqu'il y a une vraie porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
qui existe encore dans la tête de certaines entreprises, de se dire tu arrives au bureau, maintenant tu es au bureau, alors que cette frontière n'existe plus. Est-ce que ce n'est pas ça justement qu'il faut se poser comme question de dire la frontière n'existant plus, il faut que je m'intéresse à mon salarié, mais globalement, à ce qu'il va, à sa famille, comment il va, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qui l'intéresse. Et est-ce que ce n'est pas là la recette du bien-être en général et pas simplement au travail? Parce qu'un salarié qui ressent ce bien-être au travail, il doit ressentir un bien-être général, pas simplement au travail. Je vais prendre la réponse de... Alors moi, je trouve ça un petit peu intrusif de vouloir analyser son salarié et collecter tout plein d'informations sur lui qui, au final, sont très personnelles. Enfin, je sais que moi, ça ne me plairait pas. En revanche, ce que je trouve fondamental, c'est de l'écouter et d'avoir des canaux de communication bottom-up, du bas de la pyramide vers plus haut, pour écouter un petit peu ce qu'il a dans la tête, quelles bonnes idées il pourrait suggérer à son entreprise ou à sa hiérarchie, et le laisser être un petit peu acteur de tout ça afin de déclencher des changements à son échelle. C'est ma vision. Pour rebondir, je trouve la question très pertinente parce qu'on parle beaucoup de la connaissance client, de la collecte des données, mais pour autant, cette connaissance client, elle peut aussi ne pas nécessairement impliquer de la collecte de données. Et je pense qu'on a beaucoup en tant qu'entreprise à aller dans cette connaissance et expérience collaborateur sans ce levier intrusif. Je te rejoins tout à fait. C'est hyper important aussi de garder cet équilibre, mais pour autant, cette logique de dire les frontières maintenant sont plus diffuses et il y a un certain nombre d'informations que les gens communiquent aussi via le réseau Yammer, enfin les réseaux d'entreprise. Il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont déjà beaucoup plus disponibles qu'avant et qui ne sont pas exploitées. Et il y a aussi cette logique de dire on a créé un espace de confiance pour permettre créer finalement un lieu de vie, de vivre ensemble, où les gens puissent s'exprimer réellement avec leur famille, leurs enfants, enfin, un certain nombre d'habitudes. Et nous, on le voit, c'est tout simple, mais par exemple, dans notre équipe, on a commencé à avoir des expériences en dehors du lieu de travail parce qu'on a pris le temps de se connaître chacun et qu'on a ouvert cet espace de dire eh bien, j'ai envie d'aller plus loin dans cette activité. Donc, je ne sais pas si ça va vers une logique complètement globale, mais en tout cas, créer les ingrédients pour que même localement, on puisse avoir ce type. Aujourd'hui, je pense que c'est possible et qu'on a les ingrédients pour le faire. Et globalement, ça questionne sur la vie privée. Alors, malheureusement, je suis désolée, Samuel, on n'a plus le temps. Ah, mais j'adorais cette question, j'avais tellement envie d'y répondre. Alors, dans ce cas, un petit mot de la fin, chacun, mais très rapide. À l'heure de la RGPD, il faut faire quand même vachement gaffe à l'écart au respect de la vie privée des gens. Et nous, l'exemple M95, typiquement, c'est que les gens ne nous attendent pas pour parler de ce qu'ils font dans leur vie quand ils ont envie de le faire. Donc ils peuvent le faire, et s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Et les collaborateurs apprennent à se connaître eux-mêmes, et au final, l'information, elle est diffuse. Et aujourd'hui, on ne la suit pas comme ça, il y aura d'autres moyens de le suivre. Voilà. Mais aujourd'hui, ce truc dont vous parlez, ça existe déjà en fait. Ça existe déjà. Je vais répondre, ce sera mon mot de la fin. Non, mais j'adore la question parce qu'effectivement, il y a une porosité vie perso, vie pro, mais la responsabilité de l'employeur reste quand même sur le bien-être au travail. Il ne va pas pouvoir agir, même si ça a un impact, et tant mieux, sur son bien-être au-delà du travail. Son périmètre d'action restera le travail. Et c'est particulièrement intéressant ce que vous disiez parce que dans la Happy Tech en particulier, et c'est un des critères de labellisation des solutions, on demande les métriques qui permettent de s'assurer que les solutions Happy Tech sont dans l'entreprise et sont utilisées dans l'entreprise. Et ces métriques-là, en fait, permettent de plus en plus, et si on les regarde, quelles que soient les solutions, de connaître les salariés. Chez Commit, par exemple, qui est la solution que je connais le mieux, on va savoir, par exemple,